tous les auteurs affiliés à la GESA et à la Maison des artistes sont cotisants au RAP. Donc sont touchés par la réforme, c'est une cotisation de 8%. Alors dans cette réforme, on a dit 8% des revenus, mais le conseil d'administration a relevé 3 catégories d'auteurs au sein du RAP. D'une part, ce qu'on appelle les auteurs dramatiques et auteurs lyriques, qui cotisent par ailleurs déjà un régime de retraite complémentaire, le RACD et le RACL, et qui, eux, avaient l'inquiétude de se voir assommés de cotisations, puisqu'ils ont déjà pour les uns 8% de cotisation pour le RACD, et pour le RACL, ils cotisent déjà à hauteur de 6% de leurs droits d'auteur au RACL. Ils se disaient encore 8%, alors ça fait 16%, enfin on est complètement assommés, c'est n'importe quoi. Et donc l'idée qu'a défendue le conseil d'administration pour ces auteurs-là était de dire il faut avoir une vision d'ensemble de ce qu'est la retraite complémentaire et considérer qu'il y a un pourcentage de prélèvement obligatoire qu'il ne faut pas déplacer, qui est acceptable pour l'auteur. Donc il y a eu un taux réduit qui a été négocié pour les auteurs qui cotisent par ailleurs au RACD et au RACL. Ce taux réduit serait pour ces auteurs-là de 4% au RAP. Il y avait ensuite la deuxième catégorie qui était les écrivains et les traducteurs littéraires, puisque eux, voilà, vous bénéficiez de cette particularité d'avoir 50% de prise en charge par la SOFIA, par le droit de prêt. Ce qui fait beaucoup de jaloux. Hein. Donc il a fallu expliquer, être un peu pédagogue, que c'était pas un privilège, que c'était pas une rupture d'égalité par rapport aux autres auteurs, mais que c'était quelque part une rémunération que vous aviez en moins, enfin un revenu différé, on va dire, ou plutôt un revenu reporté pour votre départ en retraite. Voilà. Et pour les écrivains et les traducteurs littéraires, il a été relevé effectivement qu'il y avait une partie qui serait prise en charge par le droit de prêt. Et bien évidemment, il faudra voir à l'issue de cette réforme, enfin en amont de la réforme, combien de personnes risquent d'être touchées dans la mesure où le seuil d'affiliation au RAP risque de diminuer. Aujourd'hui, pour cotiser obligatoirement au RAP, il faut avoir les 8 000 €, c'est le même seuil d'affiliation qu'à la GESA. Donc il fallait atteindre les 8 000 € pour cotiser obligatoirement au RAP. Demain, il est prévu de baisser ce seuil à environ 5 000 €. Voilà, c'est-à-dire on se comprend bien, à partir de 5 000 € de droits d'auteur perçus dans l'année, on entre obligatoirement dans le système IRSEC avec 8% des droits d'auteur à verser annuellement. Alors, c'est très difficile aujourd'hui, on a parlé de la GESA tout à l'heure, de savoir qui exactement serait concerné, qui aujourd'hui en moyenne sur l'année a plus de 5 000 € de droits d'auteur annuellement. C'est année par année, hein. Donc effectivement on peut avoir plus de 5 000 € une année, moins l'année suivante, plus de nouveau l'année d'après. En essayant de faire des projections, on arrive, mais sans garantie absolue, à un chiffre environ qui 14-15 000 auteurs, écrivains, traducteurs, illustrateurs de livres dont les revenus sont de plus de 50% liés à leur activité dans le livre. On arrive à peu près donc à 14-15 000 auteurs. Donc plus de 3 fois plus d'auteurs qu'aujourd'hui. Je répète, ça veut dire que ces gens-là, automatiquement, seront appelés à cotiser. Donc bien sûr, ça pose quand même un certain nombre de questions. Outre ce fameux seuil de 15% de cotisation supplémentaire dont je parlais tout à l'heure, il y en a une autre très simple et qui se pose vis-à-vis de cet abondement de 50%. Et ça, bon, je pense que nous, la SOFIA, il faut vraiment que nous insistions là-dessus. Ces 50%, c'est un choix, une décision que nous avons prise en conseil d'administration. Rien ni personne ne dit que c'est une obligation. Et il est bien évident que ce n'est pas tout à fait la même chose. On a vu tout à l'heure la courbe qui montait, et actuellement, évidemment, nous nous en félicitons, à 2,2 millions d'euros. Si on multiplie ça par 3 ou par 3,5, on arrive quoi, autour de 7 millions d'euros par an. Alors, si on reste à 50%. Donc, il y a une vraie question. Cela, d'après les textes, est possible. Il faut savoir que c'est de l'argent en plus. Bien sûr, pour les auteurs qui ont plus de 5 000 € de droits d'auteur par an, c'est pas tout le monde, hein, on l'a bien vu, mais en revanche, c'est de l'argent en moins redistribué dans le cadre du droit de prêt de bibliothèque.
C'est-à-dire que c'est un peu le système des vases communicants. Ce qu'on donne d'un côté, on l'enlève de l'autre. Ça, c'est la première question qu'on se pose. Et moi je n'ai pas du tout la réponse. Hein. Après, quand l'AGESA sera aussi en mesure de donner les informations, parce que c'est une autre question, de savoir qui est concerné annuellement. Si l'AGESA ne retransmet pas les informations, je ne vois pas comment le RAP pourrait être au courant. Donc ça veut dire quand même administrativement, au niveau de la gestion pure, niveau AGESA et derrière niveau RAP, une situation, un processus qui se complique forcément. Est-ce que nous, la SOFIA, nous pourrons continuer à abonder à 50%? C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout, pour les raisons que je viens de vous dire. C'est une véritable question. Est-ce que c'est vraiment l'objet du droit de prêt d'être pour le tiers, les 40%, voire moitié, redistribué dans ce cadre-là? Peut-être que oui, j'en sais rien, mais c'est une vraie question et effectivement, ce n'est pas absolument certain. Donc il y a quand même un risque de diminution de l'abondement. Donc d'un côté obligation, de l'autre côté diminution de l'abondement. Alors ça, on en a parlé dans le cadre des négociations avec la direction de la sécurité sociale, mais si vous voulez, c'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. Cette histoire des revenus fluctuants est déjà le cas en l'état, puisque une année, vous arrivez au RAP si vous dépassez les 8 000 € de cotisation à la GSA, et puis l'année d'après, si vous êtes en dessous, vous n'avez plus l'obligation de cotiser au RAP. Donc ça, c'est pas une nouveauté. Après, sur les aspects négociation, il y a aussi, on a eu deux aspects lorsque la réforme s'est mise en place avec la direction de la sécurité sociale. Il y avait les auteurs qui disaient nous, on a fait le choix depuis des années de cotiser dans les classes supérieures, et maintenant, si vous nous appelez à 8%, on va se retrouver rétrogradé dans les niveaux inférieurs. C'est un point important. Et on va avoir un préjudice quelque part dans la retraite qu'on a pu prévoir à long terme. On s'est organisé d'une certaine façon, et là, on n'aura plus la possibilité de surcotiser, alors qu'on s'était organisé pour le faire, soit parce qu'on avait des revenus de nos conjoints, soit parce qu'on avait d'autres activités à côté, et qu'on avait repéré que l'IRSEC c'était intéressant et que c'était défiscalisé. On a négocié une période de 10 ans avec la direction de la sécurité sociale. Si vous voulez, la direction de la sécurité sociale avait l'épée de Damoclès Bruxelles sur le dos, c'est-à-dire supprimer tous les systèmes optionnels dans les régimes obligatoires français. Donc tous les systèmes optionnels, pas de système d'options pour les classes supérieures, inférieures, etc. Mais on a quand même réussi à maintenir une période transitoire de 10 ans, en avançant l'argument suivant, de dire que les personnes qui étaient rentrées dans le régime avant avaient constitué leur système de retraite sur un modèle qui existait. Quelque part, ils se sont organisés sur ce modèle-là, et ceux qui arrivaient à 10 ans de la retraite, on allait leur changer le modèle sans leur donner la possibilité de faire autrement. Donc l'idée était d'organiser avec une période transitoire de 10 ans, en prévoyant que ceux qui étaient dans les classes supérieures et qui, du fait d'une cotisation proportionnelle, se retrouveraient rétrogradés, il y aurait donc un trou dans leur carrière, auraient la possibilité de demander le maintien de niveaux de cotisation antérieurs. Ça, c'était pour les personnes qui avaient fait le choix de cotiser en classe supérieure. Ensuite, ce seuil de 5 000 € s'est fait avec un objectif de dire il faut qu'on assure au minimum, pour tout le monde, cette classe spéciale qui existe aujourd'hui, et permettre à tout le monde de se constituer au minimum les 1 500 € de retraite annuelle, même si ça paraît pas beaucoup. C'était l'idée. Après, l'histoire de variation de revenus, si vous voulez, la direction de la sécurité sociale, il faut se dire que... Et leur argument était de dire, enfin, de toute façon, il n'y a pas que les droits d'auteur qui sont en variation de revenus, vous avez tout ce qui est profession libérale, qui subissent les mêmes choses, vous avez les artisans commerçants aussi, et si vous voulez, aujourd'hui, de toute façon, votre système, il offre encore moins de garanties, puisque vous cotisez comme vous voulez, si vous ne voulez pas cotiser, vous ne cotisez pas. Alors, non, ce n'était pas un argument qui était très entendable pour la direction de la sécurité sociale. Merci à tous, à bientôt.